le château de Belvoir, en plein cœur de la vallée du Jourdain. Aujourd'hui, il ne reste plus que les bases des murs, mais on devine sa complexité, sa puissance et sa taille. C'est un château incroyable dans la radicalité de sa conception. Ça va devenir la consécration d'une architecture donc nouvelle. C'est presque parfait dans sa conception, dans sa symétrie. Sa forme aux lignes maîtrisées, son système de couloirs labyrinthiques entourés de murs épais font de Belvoir un exemple dans la fortification. C'est un côté un peu parfait, avec les tours qui cantonnent les flancs de la fortification, les angles. Enfin, c'est parfait, quoi. Il s'agit d'une structure militaire très massive, située sur un site superbe qui surplombe la vallée du Jourdain. Pour arriver à un tel exploit, les croisés ont choisi un emplacement stratégique. Le château va être construit sur un socle de lave volcanique, le basalte, totalement plat. C'est idéal, en fait, pour une construction castrale. On ne creuse pas de fondation, puisque dessous, vous avez le rocher. Donc c'est extrêmement solide. Ce socle basaltique a un autre avantage. Ici, on n'est pas sur un éperon, on est sur quelque chose qui est plan, grâce à cette coulée de lave basaltique. On peut dire que les architectes n'ont pas de contraintes, ils ont une surface quasiment plate, on simplifie, et donc ils vont pouvoir déployer un plan idéal, c'est-à-dire un plan sans contrainte, un plan qu'on ferait comme si on était sur une table. C'est si parfait et si détaillé. Il devait y avoir un architecte ou un groupe d'architectes qui se sont réunis pour travailler très précisément sur chaque partie, à quoi elles allaient ressembler, où chaque élément devait être placé et comment le tout allait s'assembler. Les croisés vont dessiner un château aux formes uniques avec un système de double enceinte. Un château intérieur et ensuite un mur extérieur qui le ceinture. Cela caractérise ce modèle nouveau de château, avec des murs massifs et épais, complétés par le glacis, et des fortifications au sein des fortifications, un peu comme si on avait des poupées russes. Et enfin, une cour intérieure de l'autre côté. Les croisés vont commencer par construire l'enceinte intérieure avec 4 tours à chaque coin, puis la deuxième enceinte, elle aussi avec des tours. Il est construit très vite. On le voit bien, nous, quand on fait l'analyse, on fait de la construction, que c'est un bâtiment qui est édifié très rapidement. Ce n'est pas un château qui est finement construit. C'est un château qui est construit avec les matériaux qu'ils trouvent sur place. Pour aller vite, les croisés vont littéralement creuser le socle basaltique pour en extraire les pierres. Ils en profitent pour créer un gigantesque fossé de plus de 8 mètres de profondeur qui ceinture l'édifice. Mais le basalte est une roche très dure, difficile à tailler. Les croisés n'ont pas le temps. Ils doivent trouver un moyen d'élever le plus vite possible le château sans compromettre la stabilité. Comment vont-ils faire? La solution qu'ils ont choisie se trouve dans les murs qui datent de cette époque. Alors, ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est qu'on voit vraiment les blocs bruts qui ont été posés dans les premières assises. Ils sont directement extraits des colonnes basaltiques extérieures. Dans cette architecture, on a un certain nombre de barres de fer qui viennent fixer les blocs entre eux. Et on voit ici que la barre de fer rejoint les deux blocs et les deux pattes viennent se fixer à l'intérieur des énormes blocs ici. Les agrafes de fer sont incluses dans la pierre et scellées par du plomb. Une technique employée pour édifier les cathédrales. Les pierres basaltiques sont systématiquement agrafées 2 à 2 dans tout le château. Ces agrafes, elles sont utiles parce que les pierres ne sont pas des pierres bien taillées, donc elles ne peuvent pas tellement s'auto-bloquer elles-mêmes, et le chantier va très vite. Or, on a fait des analyses sur le mortier, c'est un très mauvais mortier, donc les constructeurs ont utilisé ces agrafes pour monter le mur et que ça tienne. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Les croisés vont aussi utiliser des agrafes de fer dans les archères. Ce sont les ouvertures qui permettent aux archers de tirer les flèches. Alors ici, on le voit très bien, elle est très bien conservée. Ça sert à fixer les blocs l'un par rapport à l'autre pendant la construction. Donc ici, l'espacement va être conservé au moment du positionnement des blocs supérieurs. Les croisés ont placé des barres de fer sur toutes les archères. On retrouve aussi l'utilisation du fer entre les pierres. En effet, les croisés s'en sont servis pour calibrer exactement l'espacement entre elles, tout particulièrement sur les coins de murs qui doivent être réguliers. Il y a plusieurs tonnes de fer dans tout le château. Et pourtant, il n'y a aucune trace de fer dans la région. Pourquoi un tel choix?
Ici, on a un énorme déficit de fer. Pour développer une métallurgie du fer, il faut avoir recours à du commerce à plus ou moins longue distance. Le coût du fer est extrêmement important et ils ont fait ce choix plutôt que de bien tailler, si vous voulez, des blocs de manière un petit peu plus soignée. Mais on est quand même dans un mode défensif, on est quand même dans un château. Donc ils ont visé ce qui était important, construire une maçonnerie qui soit résistante le plus rapidement possible pour élever le château. Belvoir se dresse face à la vallée. Le château est imposant et les hospitaliers affichent leur présence dans la région. Mais un événement majeur va faire basculer l'histoire des croisades. Ce qui change en juillet 1187, c'est que l'armée de Jérusalem, pour la première fois en 10 ans, décide de réellement attaquer l'armée de Saladin. Le nouveau roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, à peine arrivé d'Europe, décide de rassembler tous les chevaliers, les templiers et les hospitaliers présents sur la Terre Sainte pour combattre la gigantesque armée de Saladin et en finir une bonne fois pour toutes. Le roi était un nouveau roi qui venait d'arriver d'Europe occidentale. Il n'avait pas d'expérience du Moyen-Orient. Les ennemis jurés se confrontent dans les plaines d'Athine, à quelques kilomètres de Belvoir. Le roi fait des erreurs militaires classiques en ne s'assurant pas d'être proche d'un point d'eau. L'armée croisée, assoiffée, écrasée par la chaleur, ne parvient pas à combattre l'armée de Saladin. Donc ça s'avère être une défaite complète pour le côté franc. L'armée de Jérusalem est quasiment détruite. Toute la chevalerie chrétienne, ou 70%, est décimée d'un seul coup. C'est ça que change Athènes. Comme l'armée entière a participé à cette bataille, les autres villes et les fortifications de la campagne n'ont pas été défendues. Après la bataille de Hattin, Saladin n'a donc eu aucun mal à les prendre. Et ainsi, il provoque l'effondrement presque total de la présence franque en Terre Sainte. Belvoir, le château à la réputation imprenable, résiste encore. Et Saladin décide de l'attaquer avec toute son armée. Mais tout a été pensé pour empêcher les assaillants d'y pénétrer. C'est une circulation très complexe qui a été mise en place pour atteindre le château intérieur depuis le château extérieur. La porte d'entrée principale de Belvoir se trouve au sud-est. Vous passez une porte extérieure pour arriver dans un passage, et là on trouve un virage à 90 degrés qui amène à la porte intérieure avec des meurtrières sur les côtés. Si vous réussissez à passer et à franchir la porte intérieure, vous vous trouvez dans la cour extérieure. Et si vous voulez atteindre le château intérieur, vous devez faire tout le tour, constamment sous le feu ennemi. Et à nouveau, il y a un autre système de portes dans le château intérieur. Donc vous avez un système d'entrée très complexe.